Amis lecteurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes le 6 décembre 2016, 13 jours avant la fin du deuxième et dernier mandat de M. Joseph Kabila à la tête de la RD Congo. Et nous avons le plaisir de recevoir ici à Bruxelles un invité de marque que vous connaissez sûrement parce qu'il y a 1 an et demi, tous les médias du monde ont parlé de lui. Nous, c'est Congo indépendant représenté par mon confrère Ambawechi Baudouin. Et nous recevons M. Christopher Ngoy. M. Christopher Ngoy est président de la société civile de la RD Congo. Il a été détenu durant des mois parce que c'est un homme de conviction. Il a été détenu parce qu'il se battait pour des valeurs. Il se battait pour le droit. Et malheureusement, on lui a privé des mois de vie, d'air libre à cause de cela. Et aujourd'hui, il est avec nous. Nous allons parler avec lui un peu de son parcours. Nous allons parler de sa présence ici. Mais surtout, nous parlerons de la République démocratique de notre pays en cette fin de mandat de M. Joseph Kabila. M. Christopher Ngoy, bonsoir. Bonsoir. Et mon confrère Ambawechi aura l'honneur d'inaugurer la salle des questions. La toute première question est simple. Vous avez été plusieurs fois à l'hôpital durant votre détention. Comment vous vous portez aujourd'hui? Oui, merci beaucoup. Je commence par remercier tous les amis, les organisations qui se sont jetées à l'eau pour réclamer ma libération. Je fais allusion à Congo Lobbying. Je pense à toutes les organisations de défense des droits de l'homme qui étaient debout et tant d'autres que je ne peux pas citer à cette occasion. Et d'une manière globale, tous les Congolais de la diaspora. Merci infiniment. Si je suis libre, c'est le fruit ou le résultat de la pression que vous avez exercée sur le gouvernement congolais. Et trivialement, je vois la communauté internationale, les institutionnels, qui se sont beaucoup déployés pour qu'on arrive à ce résultat. Vous voulez savoir comment je me porte. Je me suis déplacé pour venir dans la capitale belge, c'est tout simplement pour faire un check-up, la santé. Donc, aux dernières nouvelles, je crois que le mal est passé, donc le danger est passé. Aujourd'hui, tous les paramètres vitaux sont confiants, mais je crois que maintenant, là, je peux, selon les recommandations de médecins, reprendre ma vie normalement. Je m'entraîne souvent en tant que sportif, je peux reprendre les entraînements. Il n'y a plus de restrictions et certaines impositions en ce qui concerne le régime ont été assouplies et je crois que c'est positif. En fait, revenons un peu à la journée fatidique de 21 janvier 2015. C'est bien cela? C'est bien cela. Quelles sont les circonstances exactes de votre arrestation? Bon, c'est une expérience malheureuse et que je n'aime pas trop exposer parce qu'on dirait qu'on remue le couteau dans la plaie. Mais il est très important quand même que l'opinion sache, et surtout ceux qui se sont déployés pour obtenir ma libération. Nous sommes le 21 janvier 2015. Bien sûr, le peuple est dans la rue. Le peuple est dans la rue et l'engagement est perceptible, la pression est très forte au regard de la répression qui se dresse en face. Et ça crée une très grande friction qui fait que il y a de l'électricité en l'air. Donc là, je voudrais être clair, le peuple a manifesté parce que c'était son droit. Bon, et en face, il y a eu une force répressive qui n'a pas voulu le laisser manifester. Bon, pour revenir aux circonstances de mon arrestation, qu'est-ce qui a dicté mon arrestation? C'est tout simplement parce que plusieurs
mois avant, nous étions sur terrain avec un programme pédagogique auprès de notre population, de manière à éveiller sa conscience. Le document que nous avions édité à ce moment-là était intitulé « Peuple congolais, réveille-toi, l'heure a sonné ». Pourquoi? Parce que nous avions détecté que le pouvoir en place, M. Kabila, était en train d'articuler des mécanismes en créant l'ONIP, qui est l'Office national d'identification de la population, qui devait procéder au recensement. Et à côté de l'ONIP, il y avait un projet de loi qui devait être adopté par le Parlement, qui conditionnait la tenue et l'organisation des élections à la fin de l'opération de recensement. Et nous avions constaté qu'il avait nommé à la tête de l'ONIP des cadres, pratiquement des cadres importants de son parti politique. Et automatiquement, nous avions fait la corrélation et compris tout de suite que c'était une articulation très dangereuse qui n'allait pas permettre que les élections puissent se tenir. Alors, étant donné que notre constitution a une vocation participative, le peuple reste le souverain primaire, cela est consacré à l'article 5, et que si jamais il n'y a pas d'élection, c'est comme qui dirait le mandant a donné mandat à un groupe de personnes, et au moment où il devrait revenir pour requérir encore sa confiance et notre mandat, et il refuse de se rendre ou de lui rendre cette possibilité, donc rendre au peuple cette possibilité. C'est ainsi que nous avions alerté ce souverain primaire qui s'était mis debout pour revendiquer sa légitimité et dénoncer le fait que nous étions en train de glisser. C'est à ce moment-là qu'est parti le terme glissement. Alors, j'étais, je n'aime pas trop me jeter des fleurs, mais je peux dire que j'étais parmi les acteurs principaux qui étaient sur terrain, qui avaient initié cette campagne, et le pouvoir avait senti que sa stratégie de glissement était mise à nu et que le peuple s'était dressé pour la bloquer, et automatiquement il fallait mettre la main sur les initiateurs pour désactiver. Le matin du 21, je me suis rendu à Mamayemo. Pourquoi? Parce que dans la foulée, dans le feu de toutes ces manifestations, il y avait beaucoup de violations des droits de l'homme. Et nous avions des informations sûres faisant état de malades ou de victimes qui étaient, disons, dans les hôpitaux, qui subissaient la pression, qui continuaient à subir la répression de la part des services de l'ordre, et quasiment toutes les morgues étaient occupées. Et nous sommes rendus à Mamayemo. Stratégiquement, nous avions demandé aux députés qui bénéficiaient de leur immunité de pouvoir nous accompagner sur le terrain afin de faire le monitoring. C'est ce qui a énervé, ce qui était surprenant, parce que les forces de sécurité qui avaient investi Mamayemo se sont mis la chose en activité et ont même planifié notre exécution. C'était le fait que 2 minutes avant, nous venons de nous retirer de Mamayemo. Bon, vous avez tous appris qu'il y avait eu fusillade. À l'intérieur même de l'hôpital, il y avait eu des blessés, voire même certains membres du personnel médical étaient touchés. Donc, c'était évident. Et le soir, j'avais une réunion avec les défenseurs des droits de l'homme à l'hôtel Inter-Matongué où était logé un des nôtres. C'est pendant cette réunion que je serai exfiltré et tout de suite, une fois dans le véhicule des agents, j'ai senti qu'en premier lieu, ils ont cherché à savoir si, disons, les interlocuteurs, leurs chefs ont cherché à savoir si on a vu, est-ce qu'on a vu au moment de l'enlèvement. Ils ont dit oui, et c'est ce qui a fait que
j'ai l'impression qu'on n'a pas pu m'amener là où on avait programmé. Et on a essayé de tourner et finalement on m'a amené à la direction générale de l'ANER. Et là, une grande réunion s'est tenue cette nuit-là, et puis au final, on m'a mis dans une cellule. Là, je m'aimerais souligner, parce qu'aujourd'hui, lorsque nous dénonçons pareil fait, il faudrait que les gens qui se cachent derrière cette entreprise, toutes ces activités, sachent qu'il n'y a aucun acte qui peut rester caché. Et ce sont des actes qui, une fois exposés à la place publique, font que les auteurs soient mal à l'aise. Et c'est pourquoi nous les dénonçons. C'est une façon de combattre, c'est une façon de protéger, c'est une façon d'anticiper, c'est une façon de mettre en demeure toutes les personnes qui seraient tentées de poser les mêmes actes. Donc, l'objectif, moi j'avais constaté que c'était mon élimination physique. N'eût été la pression qui était exercée, l'objectif c'était la torture, parce qu'on m'a mis dans une cellule, et avant de m'y introduire, on a pris soin de conditionner les détenus qui étaient dedans pour qu'ils puissent m'agresser. Bon, heureusement, en entrant, ils ont reconnu que c'était moi, Christopher, défenseur des droits de l'homme, et ils ont demandé pourquoi j'étais là. Je leur ai expliqué que j'étais enlevé. Alors, ils ont tout simplement réagi en considérant que si le pouvoir qui les avait emprisonnés était en train d'arrêter maintenant même les défenseurs des droits de l'homme, c'est que c'était désespérant. Et ils n'ont pas pu m'agresser. Et ayant constaté cela, on m'a déplacé notamment. On m'a fait partir de cette cellule-là à la direction générale de l'ANER vers un autre lieu, plus loin à la Gombe, où j'étais gardé en isolement. Donc je n'avais pas la possibilité de parler ou d'échanger avec d'autres détenus, mais la situation que j'ai trouvée là-bas était très mauvaise. Les détenus étaient... On va y revenir. Oui. Ouais. Donc c'est ça les circonstances. Ouais. Oui, j'ai une autre question. Nous vous avions tous suivi avec beaucoup de peine à la télévision devant une pléiade de dirigeants de notre pays qui vous ont accusé de terrorisme. Entre le moment où ils vous ont accusé de terrorisme et le jour où vous avez été libéré, est-ce qu'ils ont pu étayer le fait pour montrer que vous étiez terroriste? Ils n'ont pas pu. Et j'étais surpris d'entendre dévaler tout un chapelet de chefs d'accusation qui était invraisemblable à la réalité. Bon, j'ai compris une chose, c'est que ce jour-là, on voulait lancer un message négatif. C'était une intimidation qu'on voulait porter à l'endroit de la population à travers l'attitude que je devrais afficher. C'est ainsi que, ne me sentant pas concerné par tous ces chefs d'accusation, j'étais serein et j'ai, au terme de cette cérémonie, demandé au peuple de continuer parce que j'étais convaincu et persuadé que le peuple était dans le bon. J'ai demandé au peuple d'aller jusqu'au bout. Et dans la procédure qui a suivi, bon, il a été très difficile de prouver quoi que ce soit. Et on a voulu me soumettre à un procès à huis clos, ce qui était très dangereux, étant donné que la Constitution consacre la publicité de procès. Alors, j'avais considéré qu'il était très dangereux de me livrer à ces jeux-là, et j'avais refusé de comparaître si la presse n'était pas invitée à mes audiences, si la population n'avait pas la possibilité d'accéder, de suivre ces audiences. J'avais refusé de comparaître. Avez-vous été torturé à l'ANER? La torture, elle est morale. Elle peut être morale, physique, voire même intellectuelle. Le fait de m'exfiltrer, de me soustraire de la circulation, de priver à ma famille d'accéder à moi, d'obliger
pour ne pas dire devoir opérer des perquisitions dans ma maison à des heures et à des conditions non prévues par la loi. Bon, c'était une torture. C'était une torture. Le fait d'être consigné, placé à un endroit où on ne bouge pas, du matin au soir, on ne peut pas parler avec d'autres détenus, en dehors de la liberté qu'on vous prive, le fait de ne pas avoir l'information sur ce qui se passe dehors, parce qu'on est en isolement total, le fait de ne pas manger une nourriture saine et d'être obligé de manger ce qu'on vous impose, je crois que ce sont des actes de torture qui vont au-delà de tout ce que nous dénonçons en tant que défenseurs des droits de l'homme. Et bon, on continue encore sur ce chapitre de torture avant d'aller très bientôt dans l'actualité brûlante de notre pays, parce qu'il est important que les gens sachent ce qui se passe derrière les barreaux. On voit des gens disparaître durant longtemps, revenir, ils ne racontent pas, et il est vraiment important qu'il y ait quand même un œil. Et cet œil-là, c'est nous, les médias. Et vous avez parlé vaguement de la prison. Et quelles étaient les conditions carcérales? Est-ce que des conditions qui respectent véritablement les droits de l'homme ou bien c'était, disons que, humiliante? Commençons par la NER avant d'aller à Makala. Oui, parce que c'est par là que vous aviez commencé. Oui, mais les conditions étaient très humiliantes. Très humiliantes parce que lorsqu'on m'a mené à l'endroit que je décris ici comme un isoloir, hein, et on m'a introduit dans une cellule. Avant de m'y introduire, les agents ont discuté entre eux. Ils se sont demandé où ils devaient me placer. Bon, au fait, c'est la 3e fois que j'arrivais à cet endroit-là. J'y étais en 2000, du temps de Camille Lapère. Pour les mêmes faits? Oui, toujours dans l'exercice de mes activités. Bon, j'y étais en 2009 avec les Floribert Chever. C'était pour quelques heures avant d'être transféré aux services spéciaux. Ça, c'est lors de la manifestation contre l'éviction de Caméré, j'imagine. C'était contre l'éviction de Caméré à l'Assemblée nationale. Vous avez bon souvenir. Mars 2009. Je vois. Alors, et là, j'y arrivais pour la 3e fois. Bon, mais on m'avait dit que c'était un endroit où je devais me sentir un peu plus à l'aise, compte tenu du fait que ceux qui m'avaient arrêté m'avaient indiqué qu'ils ne savaient pas combien de temps j'allais passer avec eux et que en m'amenant là-bas, j'allais être un peu à l'aise. Mais c'était le contraire. Parce que quand je suis arrivé, les agents se sont posé la question de savoir où ils devraient me placer. Et ils ont parlé d'une cellule VIP. Et après discussion, ils se sont dit qu'ils devraient s'en remettre à leurs autorités. Ils ont appelé leur autorité directe, le responsable de la détention, qui a dit que lui aussi devrait se référer à la hiérarchie. Plus gradé. Plus gradé. Alors, nous avons dû attendre une 30aine de minutes pour que la décision tombe, cellule numéro 1. Et de par leur attitude, j'ai compris que la cellule numéro 1, bien sûr, j'avais une idée de cette cellule. Elle est adjacente aux toilettes. Elle est la plus mauvaise cellule. Et il n'y avait pas de couchettes. Et ils se sont tous regardés, ils ont dit, bon, c'est un ordre, nous le plaçons là-bas. Bon, moi, je m'y étais quand même préparé, parce qu'ils ont ouvert la cellule, ils m'ont demandé d'entrer, il faisait noir, le chef de cellule s'est débrouillé pour m'orienter, et puis on m'a indiqué une place, mais c'était juste. Et je me suis endormi directement. Pourquoi? Parce que je m'étais préparé mentalement. Bon, c'est une torture, ça. C'est une torture. Et en partant de la NER, en passant par la présentation aux médias, je suis arrivé en prison. Et avant d'arriver à la prison centrale de Makala, j'étais au PG, au parquet général de Matete.
où j'étais dans une cellule qui était également sale et il n'y avait pas de couchette. Vous avez passé combien de jours là-bas? J'ai passé 2 jours. 2 jours et j'ai couché, je dormais sur le ciment. Il n'y avait pas de couchette. Je dormais sur le ciment. Et c'était une humiliation. Pourquoi? Parce que j'étais placé dans une cage. Tout le monde venait me visiter, et même mes enfants sont venus et ils parlaient avec moi à travers les barreaux. Il n'y avait pas de chaise dans cet endroit. Et finalement, lorsqu'on m'amène à Makala, j'arrive à Makala, je suis logé au pavillon 7. Au pavillon 7, dans une salle où il y avait beaucoup de gens. Bon, bien sûr, là, je me retrouve sur un matelas. Bon, mais il fallait payer beaucoup d'argent pour ça. Je me trouve sur un matelas. Ah, payer à qui? Payer à l'organisation qui gère la prison. Quoi, parce qu'il y a une organisation interne. Ce sont les prisonniers bon. qui gèrent la prison, bien sûr, sous la direction du directeur de la prison. Et c'est tout un monde à part. Et écoutez, les conditions à Makala, bon, dépendent de votre capacité financière. Et il a fallu réunir beaucoup de moyens, engager l'État beaucoup de ne nourrit moyens. pas ses prisonniers, ne les soigne pas? L'État nourrit les prisonniers, mais si tous les prisonniers qui sont astreints au seul repas que l'État leur donne sont pratiquement condamnés à mourir. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas manger ces conserves là-bas, qu'on appelle communément vungouré, qui est constitué de quoi? C'est le maïs et le manioc, de quoi le maïs et les haricots, mélangés et puis bouillis, avec un peu d'huile dedans, et mal cuit. Mal cuit. Donc, et c'est ce qu'on donne, ça provoque quoi? D'abord, la carie dentaire, ça provoque des constipations, et tous les gens qui mangent de ça, et après 1-2 mois, ils perdent complètement le poids. Heureusement qu'il y a la Croix-Rouge internationale qui pèse les prisonniers chaque mois et qui récupère tous ceux qui sont en dessous de 50 kilos pour les soumettre à un régime de récupération. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un secret, tout le monde sait que la Croix-Rouge gère le pavillon 7, qui est le pavillon médical et puis de nutrition. Donc, n'eût été ça, il y aurait beaucoup de morts. Mais les conditions de détention à Makala sont très mauvaises. Et je crois qu'on devrait le savoir. Et puis, c'est une plaie pour notre société. Pourquoi? Parce que la société est organisée de manière à ce qu'il y ait la justice. La justice concerne tous ceux qui ont marché à l'encontre des principes de la société et on les amène à un endroit qui s'appelle prison pour leur correction, en vue de leur réinsertion dans la société. Mais Makala crée des marginaux. Parce que quand des gens arrivent à Makala, ils sont mal nourris, mal logés, torturés en permanence. Alors, ils se révoltent physiquement. Et même la justice elle-même, la sentence qui est prononcée contre eux, n'est pas celle que les gens s'attendent, celle à quoi ils devraient s'attendre. Et la manière dont la justice est dispensée laisse à désirer, ce qui fait que les gens deviennent tout simplement marginaux. Ils se mettent à marge de la société et quand ils sortent, ils nourrissent une haine viscérale qui fait que quand ils sortent, ils ont tendance à s'en prendre à la société, à se venger et tout de suite ils reviennent à Makala. Donc Makala n'a plus sa vocation rééducationnelle. Ce n'est pas un centre de rééducation. Non, pas du tout. Pas du tout. Bien, merci beaucoup, Monsieur Christopher Ngoy Mutamba, pour cet éclairage. Vous l'aurez compris, on voit quelqu'un de l'extérieur, on ne sait pas ce qu'il y a dans son intérieur, et ce qu'il y a dans son intérieur dépend de tout le parcours qu'il a par où il est passé. Et avant qu'on parle de l'actualité de notre pays, il était important pour vous et pour nous d'entrer dans la peau de Christopher Ngoy Mutamba. Et à ce moment-là, on comprend mieux son combat,
on comprend mieux son engagement. Et Monsieur Christopher Ngoï-Moutamba, nous sommes le 6 décembre 2016. Vous vous êtes battu pour qu'il n'y ait pas glissement. Vous êtes sorti de la prison. Et aujourd'hui, la date où il devait y avoir les élections, c'était le 27 novembre. Il n'y a pas eu élection. Qu'est-ce que vous éprouvez, vous, en tant que membre de la société civile? Bon, automatiquement, c'est une frustration. Parce que la société civile, nous la considérons comme le peuple d'abord dans son ensemble. Le peuple a la dimension organisationnelle. Elle prend en charge la vie, l'organisation de la vie, de sa conception jusqu'à sa retraite, voire même dans l'au-delà. Parce que nous avons les églises qui gèrent les aspects spirituels. Donc c'est ça la société civile. Et nous pensons que pour que la société soit bien gérée, il y a des principes qui indiquent, en ce qui concerne la démocratie, qu'il y a des législatures, et quand le peuple a choisi ses mandataires, après chaque législature, ils doivent revenir vers ce même peuple pour recevoir un autre mandat. Bon, au Congo, nous savons bien, la Constitution a prévu que le président de la République a droit à 2 mandats. Et le président Kabila il a exercé ces 2 mandats. Et vous savez, ça je souligne, vous êtes sans ignorer que nous étions l'organisation qui s'était plaint, qui avait même organisé une pétition en 2012 pour demander, pour sanctionner le bureau de la CENI. Pourquoi? Parce que techniquement, c'est la CENI qui a l'attitude, qui a la mission, la responsabilité de convoquer le corps électoral à la fin de chaque législature pour permettre à la démocratie de s'exécuter correctement. Mais la CENI, nous avions considéré qu'elle avait failli à sa mission. À plusieurs reprises, elle avait montré qu'elle n'est pas indépendante, elle n'est pas libre, elle n'est pas neutre. Il fallait vraiment la changer. Et nous continuons ce combat jusqu'aujourd'hui. Alors, la CENI n'a pas convoqué le corps électoral qui devait se faire le 19 septembre et les élections normalement devaient se faire au plus tard le 27 octobre. Le 27 novembre. Le 27 novembre, excusez-moi. Bon, nous sommes frustrés. Pourquoi? Parce que le souverain primaire, qui est le détenteur de la légitimité, qui est le mandant, est en train d'être évité. On l'évite. Les gens veulent gérer maintenant sans l'aval, sans le mandat. Ils veulent gérer, notamment le président Kabila. Bon, aujourd'hui, j'ai traduit ce que le peuple ressent. Pour le peuple congolais, il dit que le président Kabila gère le pays depuis 15 ans. Avant qu'il n'arrive au pouvoir, il y a eu des guerres. Il y a eu une dictature. Le peuple pensait pouvoir respirer, pensait pouvoir retrouver ses repères. Mais malheureusement, au lieu de la paix, on lui a mené la guerre. Et puis, voulant à tout prix revenir dans le schéma démocratique, parce qu'il fait partie de notre identité. Notre pays s'appelle République démocratique du Congo. La démocratie fait partie de notre identité. Et dans la conception du peuple congolais, il a toujours raisonné en termes de démocratie. C'est un peuple pacifique. Nous sommes dit en 2006, les élections étaient mal organisées, nous avons accepté. En 2011, il y a eu encore des graves incohérences, mais le peuple avait considéré que la démocratie devrait s'améliorer. C'est un exercice. Et il s'était dit, étant donné qu'il n'a que 2 mandats, il ne va avoir que 2 mandats. Et le peuple avait pensé qu'à la fin de son 2e mandat, il allait céder la place à quelqu'un d'autre. Il devait y avoir la passation civilisée de pouvoir comme les personnes, comme les acteurs politiques de tous bords l'avaient souhaité. Mais malheureusement, nous avons senti depuis 2015
qu'il y avait cette propension à vouloir organiser le glissement. Donc aujourd'hui, le peuple qui considère la gestion de M. Kabila comme étant calamiteuse, qui en souffre dans sa chair, qui considère que l'opportunité de la fin du mandat de M. Kabila devait conduire automatiquement à un changement, qui devait actualiser son espoir. Bon, aujourd'hui, le peuple est frustré, il est complètement paumé. Hein. Et comment va-t-il réagir? Voilà encore une question. Vous avez suivi le dialogue qui s'est conclu par le fameux accord signé le 18 octobre. Aujourd'hui, les évêques catholiques mènent une mission de bons offices à la demande de Joseph Kabila pour essayer de concilier les prétentions des participants à ce dialogue et celles de ceux qui n'avaient pas participé, donc les rassemblements de l'opposition et des représentants des forces politiques et sociales. Quel est votre sentiment? Comment jugez-vous cette mission confiée aux évêques? Bon, d'abord, c'est une mission difficile qui est confiée aux évêques. Deuxièmement, le temps presse. Il n'y a pas beaucoup de temps. Bon, mais mon souhait est que il faut que les vies humaines soient préservées. Parce qu'en tant que société civile, nous misons sur la préservation de la vie. Donc, il faut une solution consensuelle. Il faut une solution consensuelle. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il faut empiéter sur les prescrits constitutionnels. Les prescrits constitutionnels. Mais c'est déjà le cas. Ce qui est mauvais, ce n'est pas vouloir dire qu'il faut marcher sur les voies du peuple congolais, c'est choisir ses dirigeants. Mais cela ne voudrait pas dire que il faut considérer que si, comme aujourd'hui, c'est ce qu'on chante un peu partout, que voilà, le peuple risque de se faire tuer. Non, moi je crois que la mission des évêques est très difficile, mais nous voyons qu'il n'y a pas beaucoup de sincérité de la part du camp du président Kabila. Parce que vous suivez l'évolution de l'actualité. Aujourd'hui, on accueille les évêques. Demain, on se réveille, on dit non, il a mis fin à cette mission. Et puis après, demain, il écrit pour dire que non, cette mission peut... Bon, alors, cette inconstance, bon, me laisse un peu tiquer. Et je ne sais pas comment les évêques vivent ça, comment ils trouvent cette inconstance, mais ce sont les éléments qui sont très préoccupants. Qui voudraient, ici je voudrais dire que je ne suis pas très sûr d'un aboutissement heureux de cette mission et dans un délai pouvant éviter qu'on ne débouche pas sur un chaos. Alors je crois que les évêques ont une lourde mission, mais ils doivent faire vite. Il faudrait que le signal, parce que le tout c'est quoi? C'est le signal qui doit être donné à cette population avant la date du 19. Un exemple de signal, vous avez? Le signal, je n'aimerais pas entrer dans la matrice stratégique du rassemblement des forces politiques et sociales qui est en train de travailler dessus, mais j'aimerais dire que le meilleur signal pouvait être, par exemple, que M. Kabila dise clairement qu'il ne va pas se représenter. Il ne va plus se représenter. Qu'il dise qu'il va respecter les droits humains, qu'il dise, qu'il reconnaisse que le peuple est réellement souverain. Et s'il manifeste, lui va se plier à la volonté de ce peuple. Le vrai signal, c'est la libération des prisonniers politiques. Moi, je viens de la prison, je connais la souffrance de la prison. Il y a des prisonniers, les Jean-Claude Muyambo, qui sont encore en prison. Il y a des Diomi Ndongala qui sont encore en prison. Je vois les Rick Kikunda. Je vois beaucoup de personnes. Et je pense que ça aurait été une occasion par excellence
pour les Congolais de pouvoir se réconcilier avec eux-mêmes. Je vois les Moïse Katumbi qui sont condamnés à errer à l'extérieur. Je vois vous tous ici, vous êtes des exilés. Je vois plein de situations qui auraient pu être analysées avec tempérance pour qu'on envoie un signal au peuple que maintenant, là, les dirigeants, la classe politique, les acteurs sociaux reconnaissent la souveraineté du peuple, reconnaissent qu'ils peuvent taire leurs divisions, leurs différences, parce qu'il y a des tiraillements. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de positionnement. Et on instrumentalise la justice. Si on veut déclasser un candidat potentiel, on l'accable. Et si on veut empêcher aux gens d'exercer leurs droits, on trouve des moyens de pouvoir en empêcher. Alors tout ça, ce sont des signes qui montrent qu'il y a une crispation. Et quand nous parlons de décrispation, c'est un ensemble de mesures qui, une fois prises, vont créer une détente d'abord au plan psychologique. Le peuple va considérer que oui, réellement, les Congolais sont capables d'aller au-delà de leur ego, et puis de considérer qu'il y a une dimension, la dimension communautaire, la dimension publique, et qu'il faut prendre en compte, et c'est ça le signal. Une question sur la société civile. Quand on dit société civile, cela veut dire c'est tout le contraire du personnel politique. Or, depuis 1990, avec l'ouverture de la démocratisation chez nous, les acteurs de la société politique de la société civile ont pris l'habitude de participer au gouvernement. Que répondez-vous à ceux qui trouvent malsain que la société civile, qui devrait constituer un contre-pouvoir, ils trouvent malsain que cette société civile participe à la gestion du pouvoir? Bon, moi je n'ai pas du tout cette lecture, je n'ai pas du tout cette appréhension. La société civile, il faut la comprendre. Je dis que c'est l'ensemble de toute la population. Engagée, non engagée, organisée, non organisée, consciente, non consciente, c'est l'ensemble de la population. Et elle incarne ou les représente, elle cristallise le pouvoir du souverain primaire. Elle est à côté du souverain primaire pour le stimuler, le responsabiliser dans sa mission. Et la politique est une thématique de la société civile parce qu'il s'agit de la gestion de la cité. Qui vit dans la cité, c'est ce peuple-là qui s'organise. Les partis politiques sont des associations comme toutes les autres associations, mais à caractère politique. Et la grande aberration, parce que dans une démarche comme celle-là, si vous faites une mauvaise lecture, si vous placez des principes, vous travaillez sur des principes qui sont erronés. Les résultats, et là, vous verrez le résultat. Aujourd'hui, je prends un exemple. Nous vivons dans un même quartier. Moi, j'ai créé une association qui s'occupe du reboisement, de la lutte contre le réchauffement climatique, ou bien qui travaille sur le logement, la promotion du logement. Cette association est sur terrain, elle travaille. Vous créez un parti politique. Bon, on vous donne votre agrément. Qu'est-ce qui vous rend plus apte? Qu'est-ce qui vous donne préséance à décider ou à interférer dans la vie politique de la nation par rapport à moi? Mais disons qu'on considère la société civile comme le chien de garde, le fameux watchdog, comme disent les partis politiques, je souligne encore, tout comme les associations de la société civile, relèvent du privé. Alors, face au privé, il y a l'État. Mais je voudrais ici attirer votre attention. Je suis devant des juristes qui vont me suivre.
j'affirme sans me gêner que l'État, c'est une émanation de la société civile. C'est une personne morale qui est créée par la volonté du souverain primaire pour pouvoir gérer, pour pouvoir résoudre ces problèmes. L'État, c'est la société civile à un degré très élevé d'organisation, c'est-à-dire avec des lois, avec des principes, avec tout ce que vous voulez. C'est ça la société civile à l'étape, à la dimension la plus organisée, ça devient l'État. L'État travaille en s'appuyant sur des institutions. Qui gère les institutions? C'est des personnes que la population, que le souverain primaire, imbu de son pouvoir politique, accorde mandat pour pouvoir aller le représenter dans ces institutions politiques. Mais on est habitué à nous dire que le peuple est apolitique, la société civile est apolitique. Mais quelqu'un qui est apolitique, qui n'a pas un pouvoir politique, comment peut-il conférer un mandat politique à son représentant qui va représenter l'institution politique? C'est une aberration dont nous devons sortir. Et vous verrez comment il y a trop d'incohérences. On a essayé d'entourer le parti politique d'une considération ou de plusieurs considérations qui font que le politicien devient comme un magicien. Quelqu'un qui peut tout faire, quelqu'un qui peut sauter de néant, même sans cursus, sans compétences. On considère qu'il doit, c'est celui-là qui ailleurs est considéré comme l'élite, qui est sérieusement formé. Mais au Congo, on considère qu'il suffit seulement d'opérer la magie, de créer un parti politique, de se faire appeler politicien pour accéder à la gestion de la chose publique. Donc, c'est une aberration. Et si les personnes que nous envoyons là-bas, aujourd'hui qu'on est en train d'éviter même de donner au souverain primaire la possibilité de choisir les meilleurs en son sein pour pouvoir lui représenter les institutions. Quelles sont les personnes que nous envoyons dans les institutions? Ils ont quelle qualité? Ils ont quelles compétences? C'est ce qui fait que l'État ne fonctionne pas. Parce qu'on envoie dans les institutions qui l'animent des personnes qui ne sont pas capables, qui n'ont pas la capacité de gérer l'État, qui n'ont pas la capacité de comprendre la société elle-même, et qui se présentent là-bas, qui considèrent que c'est un deal, ils sont là pour se remplir les poches, et puis ils se dressent même contre le souverain primaire, et ils n'ont pas la logique du mandat, du mandant et du mandataire. Bien, merci bien, monsieur Christopher Ngoï-Mutamba. Bon, nous allons progressivement vers la fin de notre émission. Vous avez donné votre vision de la société civile. Ben, c'est un débat qui est ouvert. Et là, j'aimerais souligner, oui, en termes d'association maintenant, parce qu'on m'a posé aussi cette question quelque part. Nous voyons les organisations de la société civile à côté du pouvoir et d'autres à côté de l'opposition. Nous disons la société civile est partout. Partout, elle doit apporter sa contribution. Partout, elle doit apporter les éclairages. Partout où les gens travaillent, parlent, cogitent sur la gestion de la société. Bon, ben, toutefois, les organisations de la société civile sont complémentaires. Elles sont concurrentes. Elles peuvent être même antagonistes, mais sur fond du principe du paradigme dialogique. C'est-à-dire, nous devons discuter. On dit du choc d'idées, jaillit la lumière. Quand nous discutons, nous échangeons. De ces échanges-là, se dégage une résultante qui peut être bénéfique à la société. Et puis, les organisations de la société civile, bien que ayant des positions différentes, des avis différents, sont complémentaires. J'ai dit complémentaires, mais sont partenaires. Et elles sont co-responsables de tout ce qui s'est fait. C'est-à-dire aujourd'hui, si nous en sommes là, la société civile en est responsable.
Alors, le tout, l'intérêt de la société civile, c'est la résolution des problèmes de la vie de la population. Il faudrait qu'en termes des résultats, que les résultats soient palpables. Il ne faut pas que les gens créent des associations ou des organisations où ils se remplissent les poches. Ils n'accomplissent aucune fonction au sein de la société qui permette à la société de se porter vers le haut. Ok, merci bien pour toutes ces explications. Nous sommes pratiquement à la fin et nous ne pouvons pas terminer cette émission sans un coup d'œil sur là où l'on va. Nous avons dit au début de notre émission qu'il reste 13 jours avant la fin du deuxième et dernier mandat de M. Joseph Kabila. Ici, à l'étranger, vous l'avez remarqué, il y a une grande population qui est très engagée par rapport au pays. Vous, en tant qu'activiste de la société civile, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il y ait comme interface entre ce que font les Congolais qui vivent ici à l'étranger et vous qui êtes au pays? Parce que finalement, si les gens se battent ici, c'est pour le pays. Il n'est pas obligatoire d'être tous au pays, autant que le gouvernement a son ambassadeur, et autant aussi le peuple peut considérer ceux qui vivent ici comme étant ses ambassadeurs. Vous, personnellement, en tant qu'activiste de la société civile, qu'est-ce que vous proposez comme synergie? Bon, proposer, c'est dire qu'on n'agit pas. En tant qu'acteur de la société civile, je suis agissant. Non, je clarifie. C'est par rapport à la fin. Par rapport à la il reste 13 jours. Du mandat, il reste 13 jours. Oui, il y a des actions au pays. Il y aura des actions au pays. Et ceux d'ici, pour que ça soit complémentaire entre ce qui se fait ici et ce qui se fait là-bas, qu'est-ce que vous proposez? Oui, je voudrais dire ceci. Les actions qu'il y aura au pays, personne à ce jour ne peut les déterminer. Mais ce qui est sûr est que le peuple est déterminé à faire valoir sa souveraineté. Le peuple est laminé par la misère. Le peuple nourrit d'un grand espoir. Le peuple, lorsque je parle d'espoir, le peuple considère que la fin du mandat du président Kabila est une opportunité pour qu'il puisse remettre le pays sur les rails. Là, je l'ai souligné. Aujourd'hui, le président Kabila et son leadership, parce qu'on fait plusieurs mandats, qu'on le veuille ou non, on crée un système. Puis ça crée un système. Et ce système n'a plus rien à promettre au peuple congolais. Même si on le laisse encore 100 ans, il produira les mêmes effets. Pourquoi? Parce que c'est le même personnel politique dont nous savons qu'il est assis sur beaucoup plus d'antivaleurs que des valeurs. Nous savons qu'il est miné de l'intérieur par la corruption, la lutte des positionnements. Il est miné de l'intérieur par la frénésie du pouvoir. Il est miné de l'intérieur par le népotisme. Et ce système, en termes de choix d'animateurs, c'est le clientélisme. Donc, c'est ce système-là qui a pris tous les rouages de l'État en otage. Et aujourd'hui, même les sociétés d'État sont occupées tout simplement par les membres d'un parti politique qui n'ont aucune compétence pour gérer ces sociétés. Ça, c'est juste un exemple. Vous verrez que les critères qui conduisent au choix d'animateurs, par exemple, des provinces, il y a eu des nominations, ainsi de suite. Vous trouvez que ces critères, ce n'est pas des critères de compétences, mais on choisit les gens dans un groupe, tout simplement parce qu'ils ont des intérêts à se partager. Et ce système, même si on lui accorde encore 100 ans, il produira les mêmes effets. Et le peuple en est conscient. Aujourd'hui, nous, à travers le travail que nous avons fait sur terrain,
en tant que société civile de la RDC, qui travaille pour la responsabilisation du peuple du souverain exprimel face à son engagement, nous pouvons vous dire que le peuple congolais aujourd'hui, il est très instruit. Le peuple congolais aujourd'hui, il suit à la lettre l'évolution de la situation politique. Il connaît ses droits, lui reconnus par la Constitution. Le peuple congolais est prêt à tout, même au sacrifice, pour conserver sa souveraineté. Et devant un pouvoir qui ne veut pas céder, qui ne veut rien céder. Pourquoi? Parce que il est préoccupé par sa pérennisation. Bon. Le décor est planté, il est visible. Qu'est-ce qu'il faut attendre à cette date? Qu'est-ce qu'il faut attendre à cette date? Merci. Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, ça a été un plaisir de nous recevoir chez vous. Nous, c'est encore une fois notre invité Christopher Ngoyi Mutamba et mon aîné Amba Oichi Baudouin de Congo Indépendant, que vous lisez beaucoup, sans nécessairement le voir. Et je le remercie beaucoup d'avoir accepté d'être devant vous. Et avant de nous séparer, nous donnons la parole à notre invité, M. Christopher Ngoyi Mutamba, s'il a un dernier message pour la communauté congolaise de l'étranger. Oui, le message est simple. J'étais là pour un check-up. Je n'ai pas pu m'entretenir avec les Congolais comme prévu parce que tiraillé par un programme très surchargé de contacts auprès des officiels ici. Bon, je peux souligner en passant qu'il y a eu un programme très très élaboré pour voir sur papier et j'aimerais dire, promettre aux Congolais que j'y reviendrai prochainement. Mais entre-temps, j'ai constaté qu'il y a des très grandes divisions au sein de la communauté congolaise, de la diaspora congolaise ici en Europe, des très grandes divisions, alors que nous, au pays, nous pensons que tous, vous vous battez pour que le Congo retrouve sa place dans le Conseil des Nations. Vous vous battez pour que le Congo se redresse. Mais d'où vient que, au lieu de regarder tous dans la même direction, vous êtes plus préoccupés à vous tirer les uns sur les autres. Et ça, en tant que coordonnateur de la Société Générale de la Société Civile, étant donné que la diaspora fait partie de la société civile, je ne peux qu'être inquiet, parce qu'il est bien dit clairement que c'est l'union qui fait la force, et la division crée la faiblesse. Donc, j'ai pu constater que les Congolais de l'étranger sont un peu faibles. Mais je suis confiant, j'ai foi en vous, en tout ce que vous faites. Et je crois que c'est une situation que vous allez redresser, que nous allons vous aider à pouvoir redresser, parce que nous devons tous regarder la même direction. Mais une palme d'or quand même. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la communauté qui est restée au pays. Vous vous battez ici dans de très mauvaises conditions, dans des conditions difficiles, dans des pays étrangers, et vous nous avez jamais abandonnés parce que vous pensez en permanence à nous qui sommes restés au pays, vous pensez en permanence à vos familles, et votre apport nous est très louable. Je vous remercie. Bien, merci, Monsieur Christopher Ngoyi Mutamba. Chers lecteurs, chers téléspectateurs, amis du Congo, c'était entretien avec notre leader de la société civile, animé par Cheikh Fita d'Info en ligne de Congolais de Belgique et Amba Oichi Baudouin de CongoIndépendant.com. Nos remerciements à Gérard Kanabassa, notre réalisateur, grâce à qui ces images sont arrivées chez vous, et à la prochaine.